Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord les modérateurs de cette session scientifique, le docteur Clavé et M. Dardenne, de me permettre de présenter cette étude évaluant la pertinence de l'utilisation de simulateurs réalité virtuelle pour apprentissage de l'arthroscopie. Cette étude s'inscrit dans ma thèse de sciences que je mène actuellement dans l'équipe Médicis, laboratoire Rennais TSI, Rennes, où je suis interne en chirurgie orthopédique. Cette thèse est co-dirigée par le professeur Tomaso et M. Janin, directeur d'équipe Médicis. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Alors, pourquoi parler de changement vers la formation chirurgicale? Car c'est devenu quasiment une imposition réglementaire, hein, finalement, d'apporter de la simulation dans notre formation théorico-pratique chirurgicale et médicale. La simulation VR, quant à elle, est bien adaptée à l'apprentissage pratique en arthroscopie du fait d'un retour visuel sur un écran 2D. On voit de plus un réel engouement d'utilisation de la réalité virtuelle en formation en chirurgie orthopédique, de par son caractère sécurisé, inlassablement reproductible, un petit peu à ce qui peut se faire en aéronautique. Malheureusement, ce qui est noté dans les méta-analyses publiées ces dernières années, c'est que finalement, on progresse, effectivement, on se règne sur simulateur, avec une évaluation sur simulateur. C'est un peu plus compliqué à prouver quant au transfert des compétences au bloc opératoire. Sur simulateur, il est facile de différencier les experts des très débutants. Par contre, l'accord de chirurgie intermédiaire, qui correspond en fait à l'ensemble des internes en formation, pas très bien décrite. De plus, les métriques utilisées sont souvent les mêmes. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. L'objectif du projet, c'est de savoir si on peut acquérir vraiment des compétences chirurgicales en arthroscopie avec un simulateur VR. Et la deuxième question, c'est de savoir comment peut-on juger la compétence de l'apprenant versus performance sur simulateur. Donc voilà comment s'inscrit cette thèse de science, acronyme MENISIM, MENI pour ménisque, SIM pour simulation, car on évalue en fait une procédure simple en arthroscopie, ménisectomie partielle, compartiment fémorotibial médial. Ce projet se divise en deux études. L'étude 1 en construit-validity, qui évalue la capacité du simulateur d'adapter le niveau de compétences, et l'étude 2 de transfert, qui permet d'évaluer le transfert de compétences acquis sur le simulateur au sujet anatomique. Ce projet s'inscrit au sein du réseau interrégional Hugo-Ortho, que je remercie encore vivement de m'aider dans la réalisation pratique et logistique de ce projet. L'étude 1, c'est celle dont je vais vous parler maintenant. Donc d'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'expertise? En regardant ces trois vidéos, on peut voir que le score est le même, quasiment. Pourtant, le novice, on peut noter, a posteriori, en regardant la vidéo, finalement, le geste n'est pas très bien maîtrisé, avec des petits copeaux. C'est un peu tremblotante. Pour confirmer, ce qu'on va voir, c'est finalement un geste sûr. Cette languette maximale va se relever, c'est pas forcément très réaliste, mais va se relever. Et lui va la prendre au collet et la raséquer. Enfin, l'expert va avoir un geste sûr, réglé, fluide. Pourtant, la note, c'est la même. Et voilà ce qui ressort au niveau du simulateur, sans conseil, pour l'apprenant. C'est des notations brutes. C'est un peu plus loin, ce que nous avons proposé avec cette étude préliminaire à la thèse de sciences. Nous avons posé cette question, est-ce que le simulateur est capable de distinguer le niveau fin de performance individuel? Nous avons fait réaliser un exercice simple de retrait de corps étranger, une articulation d'épaule, à deux groupes. Un groupe de jeunes chirurgiens intermédiaires, c'est-à-dire une expertise entre une et arthroscopie en tant qu'opérateur principal, majoritairement des assistants chefs de clinique, et des experts, donc des chirurgiens qui avaient opéré plus de 100 arthroscopies à leur actif, la plupart faisant au moins 50 arthroscopies par an. Nous avons pu sortir finalement avec des métriques plus fines que celles habituellement trouvées dans les simulateurs, c'est qu'ils étaient plus rapides, plus fluides, plus économes. Autre chose, nous avons fait une analyse de trajectoire complète, c'est-à-dire qu'en fait, on n'analyse pas les performances ici, on analyse vraiment la trajectoire dans l'espace, on regarde quelles sont les trajectoires similaires entre elles, indépendamment de la performance en elle-même. Et on voit bien que les experts avaient quasiment tous des trajectoires similaires, à la différence des intermédiaires. Nous sommes servis de cette étude pour rédiger le protocole de l'étude 1 du projet Médicine. Nous avons pris trois groupes, un groupe de chirurgiens novices, donc première et deuxième année du réseau Hugo-Ortho, des chirurgiens confirmés, un petit peu plus que ceux présentés précédemment, donc qui opéraient en au moins 30 arthroscopies par an,
avec moins de 5 ans d'expérience post-diplôme. Et 18 experts, plus de 5 ans d'expérience post-diplôme et au moins 30 arthroscopies par an. La plupart faisaient plus de 100 arthroscopies d'ailleurs par an. Voici pour la coordination d'études. C'est une étude hors la jardée, avec méthodologie de référence selon la CNIL. Il fallait se faire signer un formulaire de non-opposition. L'intérêt de cette étude, c'est aussi d'avoir pu mettre en place un projet innovant, couplant la formation théorico-pratique à un projet de recherche en pédagogie. C'est-à-dire que le matin, les internes venaient pour valider un module du TES, avec cours théorique sur les données de l'orthoscopie, formation pratique par interne sur le simulateur, et l'après-midi, poursuivait l'apprentissage pratique dans le cadre d'un protocole bien standardisé, bien contrôlé. Il faisait vraiment cet exercice-là. On pouvait récolter les données, réaliser 3 fois la mini-sectomie. Quant au confirmé expert, ils avaient le même protocole, si ce n'est qu'on rajoutait un exercice en stress, donc avec une mauvaise visibilité tout simplement, pour savoir si ça modifiait la performance ou l'expérience. Pour analyser des données, nous avons fait une analyse exhaustive sur les métriques, on a analysé une trentaine de métriques, et nous avons fait cette analyse de trajectoire par similarité, en utilisant le dynamic time warping qui permet d'éviter les effets de vitesse et de déphasage, c'est-à-dire qu'il récupère les trajectoires similaires, mais décalées un petit peu dans le temps au niveau de la vitesse. Donc, on peut voir pour l'analyse des métriques que, effectivement, les novices sont bien différents des cohortes expérimentées, confirmées ou experts, qu'il est plus difficile, finalement, de différencier les performances pour les confirmés experts, si ce n'est anecdotique, le volume de travail. On voit bien qu'il y a des métriques qui ne sont pas très intéressantes, la profondeur, par exemple. Et on peut se poser la question vraiment de la distance instrumentale qui avait déjà été montrée dans d'autres études, hein, que ce n'était pas forcément une métrique très pertinente, pourtant elle fait partie des métriques proposées le plus souvent par l'ensemble des simulateurs de réalité virtuelle à l'heure actuelle. Si on regarde plus finement, pour la distance instrumentale par exemple, effectivement, si on regarde la distance globale, on ne voit pas de différence. On pourrait se poser la question de quand même garder la distance de l'arthroscope qui permet indirectement de montrer l'utilisation du fort oblique. Quand on utilise le fort oblique, moins on bouge sa caméra. Pour analyse par trajectoire similaire, on peut voir que dans le groupe 2, il y a 3 fois plus de confirmés experts que dans le groupe 1. Et plus intéressant, que en fait, finalement, l'ensemble des confirmés experts se concentre ici et ici. Donc, ici, ce sont les novices. Comment aller plus loin maintenant, en utilisant par exemple d'autres capteurs que ceux proposés par simulateur. Par exemple, une analyse des postures vidéo pour voir l'ergonomie de travail. On peut voir par exemple chez les novices une posture un petit peu fastidieuse avec une épaule qui bouge plus que chez l'expert. Position sûre, à la fois au niveau de l'arthroscope, au niveau de la pince, qui se traduit par ce diagramme-là. On voit finalement en rouge l'immobilité. Les experts sont bien moins mobiles que les confirmés, et encore moins que les novices. Ça va être aussi une relation de compétences différentes. Pourquoi faire tout cela? Ce serait pour finalement proposer non plus au simulateur des métriques, des capteurs, des analyses de trajectoire, mais finalement associer tout ça pour proposer à l'apprenant un score, une échelle des conseils finalement sur ce qui n'allait pas dans sa pratique, ou ce qui allait bien pour l'améliorer. L'objectif, ce n'est pas de remplacer le copinage au bloc opératoire, mais c'est bien utiliser au mieux, de façon optimisée, l'auto-apprentissage sur l'animateur VR, car c'est ce qui fait sa force, mais aussi sa faiblesse à l'heure actuelle, avec seulement des métriques simplement utilisées sans conseil, ce qui laisse un petit peu l'interne trop en autonomie pour permettre de façon formelle à l'heure actuelle. Pour cela, il faut toujours donc associer des programmes de formation à des projets de recherche en pédagogie pour améliorer la pertinence et l'utilisation de ces méthodes. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie encore merci mon équipe Chaos d'avoir permettre de présenter ce projet ô combien passionnant. Et je reste bien entendu à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci.